Bonjour messieurs. Bonjour. Donc on est là pour parler de Saint-Malo, la BD, et de la collection disparue, et le corbeau, tout ça. Saint-Malo, la BD, comment est né le projet? Alors en fait, la bande dessinée DocuBD, c'est Olivier qui m'a insufflé le projet, parce qu'évidemment, je suis malouin depuis plus de 30 ans, je connais quand même bien ma ville, j'ai la chance de faire Échappée Belle, donc pour le coup, ma vie, je la connais, et c'était la première fois qu'on travaillait, et j'avoue que j'ai pris plaisir à parler de ma ville, parce que la ville de Saint-Malo, cette BD, c'est de la préhistoire à nos jours, donc il y a tellement de choses à raconter, c'est pas le rocher, c'est pas le clocher qu'on voit ici, Saint-Malo, enfin le rocher, c'est un peu plus loin, cité d'Alep, donc vers Saint-Servant. Et donc c'était super passionnant à faire. Pascal a bien connu la période préhistoire en plus. Bah, surtout la traversée des mammouths. Ouais. C'était l'ère glaciaire, tu sais. Allez, quand il a commencé la BD en me mettant des mammouths, j'ai dit Pascal. Arrête. Il faut savoir qu'à partir de Saint-Malo, on pouvait aller à pied jusqu'en Angleterre. À l'ère glaciaire. Et il te croit en plus. Mais c'est vrai. Oui, tu as dû faire des grosses recherches pour parler de ce projet. Recherche, et puis je travaillais avec Béatrice Médrignac, qui elle est historienne. Elle est documentariste. Voilà, ouais. Tout à fait, et c'est elle qui avait vraiment travaillé en amont. Alors après, si tu veux, j'avais quelques pistes, quelques livres, et puis après, on fait son yaourt, comme on dit. Mais à part la préhistoire, qui est un peu compliquée pour moi, tout le reste je connaissais. Donc si tu veux, ça m'a bien aidé. Après, tu as fait le choix des dessinateurs, tu as pris des auteurs qui sont de Saint-Malo. Alors pas forcément, parce que si tu as vu, la période de Révolution, c'est Serge Finot qui est de Toulon. Donc pas forcément que, il y a que moi en fait de la région pour le coup. Ouais, il y en a quand même pas loin. Ouais, pas loin. Mais c'est surtout, voilà, c'est des liens le dessinateur Rollin, il est du coin. Ah, Lulu, mais oui, bah oui. Lucien, de Saint-Brieuc. Il va être content quand il va voir les interviews. Lulu, on l'adore. Mais voilà, c'était aussi ce genre de collectif, c'est de travailler avec des gens qu'on apprécie. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas forcément un travail à long terme, parce que c'est quand même si, il y a Emmanuel Cerisier aussi, qui est à côté de Rennes, qui a fait un magnifique BD sur Saint-Malo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion et l'opportunité de travailler avec des amis. Après, comme tu as fait ton récit, enfin, je veux dire, ton scénario pour Saint-Malo, tu as fait un fil rouge. Oui. Souvent, dans cette collection, il n'y a pas de fil rouge comme ça. Pardon? Il n'y a pas de fil rouge tout le temps. Tout le temps, il y en a. Non, il n'y a pas. Si, bah, c'est moi le chef, donc je le sais. Non, parce qu'il y en a certains, j'ai vu, il y avait pas. Si, il y a un fil rouge, c'est obligé qu'il y ait un fil rouge. Alors, il est plus ou moins bien réussi, tu vois, plus ou moins visible. Mais en fait, je leur demande de faire un fil rouge pour les gens qui vont zapper les pages documentaires pour que l'histoire continue, tu vois, et que ça s'enchaîne comme un page turner, quoi. Ah oui, des fois ça se voit pas, ça c'est vrai. Mais des fois, j'en ai lu un et il n'y avait pas de... Lequel? Alors vas-y. Le dernier Caft, c'est quoi? Caft. C'est Rouen, hein? Non, pas Rouen. Le dernier qui est sorti, il y a eu l'intégrale Bordeaux et... Bordeaux, ouais. Avant, il y a un qui est sorti avant, juste avant Bordeaux. Ah, je sais plus quelle ville. Ah, non, Tours, le deuxième tome. Ouais. Et là, j'ai pas trouvé qu'il y avait un fil rouge. D'accord, mais écoute. À Bordeaux, il y a. On va le refaire, on va le pilonner. Hein. Non, mais c'est très important. À la base, quand j'ai créé cette collection, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, je me fais le premier pour vraiment bien le conceptualiser, aussi bien au niveau narratif que maquette, etc. Donc le premier, quand j'ai fait Rouen en BD, vraiment mon concept c'était qu'il y a un fil rouge hyper important, une quête, on suit un pendentif, un trésor, une famille, enfin etc. Et chaque scénariste après que je sollicite, je lui demande de mettre un fil rouge. Mais j'ai remarqué qu'il y en avait certains qui jouaient un petit peu à la limite du hors-jeu avec ça, mais c'était bien fait quand même, donc si tu veux, je l'acceptais. Mais dans Saint-Malo, on le voit bien, parce qu'il y a le personnage qui suit, qu'on retrouve dans toutes les histoires. Et ça, c'est très réussi. Alors Saint-Malo, j'avais vraiment profité de l'avenue de Gérard Philippe, qui était venu jouer une pièce de théâtre, notamment l'Aiglon. Et moi, je suis fan de théâtre et de Gérard Philippe, et je trouvais ça intéressant de faire apparaître un personnage ou en couleur, un comédien, parce que souvent,
à la mairie, dans la cour de la mairie, il y a des représentations théâtrales, Coursaro. Et en fait, Coursaro, c'est un petit peu le Surcouf, c'est un petit peu tous les personnages qu'on fait la grandeur de cette ville. Et en fait, il va raconter au fur et à mesure des pages toute l'histoire, la grande histoire de Saint-Malo. Donc on voit des touristes et de notre époque, et puis on sent qu'on est plongé dans le passé, dans l'histoire, et c'est ça qui est formidable. Donc il a ce côté aussi tragédien, parce qu'il est habillé avec un gros chapeau, un peu à la Cyrano de Bergerac, et donc il va se lancer dans les grandes tirades de la grande cité corsaire. Et en tant qu'éditeur, c'est l'auteur qui vous propose une ville, ou c'est vous qui allez chercher un auteur pour écrire sur une ville? Tout est possible. Il m'est arrivé d'avoir envie d'une ville comme Saint-Malo, où là j'ai découvert Pascal. Et sinon, des fois, maintenant, il y a des auteurs qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, moi je suis de cette ville-là, j'aimerais trop la raconter. Et puis moi aussi, maintenant, il y a des mairies qui viennent nous voir, ou des conseils régionaux, des métropoles. Ça, c'est ce que je préfère, tu vois. Parce qu'au moins, je sais qu'il va y déjà avoir un rayonnement à travers la ville grâce aux partenaires. Oui, en fait, ça aide aussi à faire connaître la ville. Ces livres-là c'est pour ça que tu vois des villes aussi grandes comme Lille ou Nantes, et puis tu vois des villes plus petites comme Vitré ou Libourne. C'est parce qu'à Vitré et à Libourne, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, voilà, on aimerait vraiment faire le QBD de notre ville avec vous, comment on peut s'organiser. Donc moi, je leur explique comment on peut s'organiser. Il faut qu'on ait un historien qui valide tout ce qu'on va dire, et on visite la ville. Béatrice Merdrignac souvent va passer quelques jours dans la ville, visite les musées, rencontre les personnes importantes, et puis comme ça elle compile la documentation, et après le scénariste entre dans la danse, et avec cette documentation commence à développer l'histoire en 10 chapitres. D'accord. Et certaines sont en plusieurs tomes et d'autres en un tome. Ouais, selon, en fait, c'est décidé selon le rayonnement possible de la ville, tu vois, parce que on pourrait faire toutes les villes en 2 ou 3 tomes, hein. Le patrimoine français, il est très très riche, mais après, quand on voit qu'il y a des villes où il y a peut-être que 4 libraires, tu vois, c'est pas la peine, parce qu'il faut les vendre quand même, on vit de la vente, hein, dans ce métier, donc il faut les vendre, donc à ce moment-là, on se dit un tome, ça sera déjà très bien. Bon, je disais oui, le premier tome, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ces docu-BD, c'est toi qui fais le premier scénar pour lancer la collection, enfin le premier tome. Pourquoi tu as commencé par la traque? Alors, j'ai commencé par la traque tout simplement parce que je vis à Nantes, et à Nantes, il y a une affaire criminelle qui est dans toutes les têtes, quel que soit l'âge, c'est l'affaire du pont de Ligonnès. Et c'est vraiment vrai. Moi, je suis arrivé à Nantes il y a 6 ans, mais on m'en parlait régulièrement, tu vois, des ados, des adultes, des commerçants. J'ai été sur les lieux, j'ai vu la maison et tout, et effectivement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était imprégné dans la ville, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, je vais la raconter, parce que j'avais en plus tout sur place pour la raconter. J'ai essayé de contacter des policiers, j'avais des journalistes, j'avais des témoins, j'avais beaucoup de choses, et donc j'avais le matériel. Après, il fallait trouver la façon de raconter. Et c'est là que j'ai beaucoup travaillé, parce que je voulais pas qu'on tombe sur quelque chose de sensationnel, de gore, de glauque. On n'est pas le magazine à sensation de la BD, tu vois. Et je voulais trouver la bonne distance. Donc j'ai travaillé au moins 1 an et demi, 2 ans, hein, au moins. Je demandais à Pascal ce qu'il en pensait. Pour trouver la bonne distance, tu vois, par exemple, ne jamais montrer les enfants, ne jamais montrer d'images violentes, ne jamais montrer la maman, tu vois, toujours de dos, toujours en silhouette, toujours suggéré, ne pas faire du suspect numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès, ni un héros, ni un martyr, ni une victime, ni un monstre, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est toujours supposé innocent, même si les preuves sont accablantes, hein, bien sûr. Il fallait trouver la bonne distance dans la narration, la bonne distance après dans la gestion visuelle, et puis je voulais faire un docu-BD, mais pas rajouter de photos, toi, on n'est pas le Paris Match de la BD, je voulais que ça soit suggéré, toi, beaucoup dans la suggestion, et je trouve que, qui plus est, la suggestion est beaucoup plus dure, est beaucoup impactante que de visualiser les choses, et donc j'ai varié comme ça, histoire, page de cul, citation, pour faire quelque chose qui allait emmener le lecteur du début jusqu'à la fin, et qui allait lui faire découvrir toutes les méandres de l'enquête. En fait, c'est ça. En fait,
c'est quoi? C'est surtout les faits, rien que les faits. Surtout aussi ne jamais prendre parti. Nous, on n'est pas là pour donner notre avis. Nous, on est là pour raconter une histoire à partir des faits avérés. Alors des fois, on peut dire, oui, il y a eu, par exemple, des gens sur Internet qui ont élaboré des tas de scénarios et tout, mais on dit bien d'où vient la source. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai construit ce premier volume, La Traque, sur l'affaire du pont de Ligonnès. Et après, Disparu, où là, c'est plutôt le scénariste. Non. Mais tu as encore la main, enfin encore, tu as la main quand même sur le scénar. Je fais un travail avec Pascal. Un travail d'éditeur, donc Pascal, j'ai donc contacté Pascal. On en a parlé, parce que déjà Pascal, je lui avais demandé son avis sur mon scénar du pont de Ligonnès. Et on a vite parlé d'ensemble de l'affaire Godard. Et donc évidemment, Pascal étant à Saint-Malo et étant un scénariste que j'apprécie énormément, il a travaillé sur l'affaire Godard. Mais évidemment, je suis toujours éditeur et c'est une collaboration, l'éditeur et le scénariste. Voilà, on a besoin de faire des allers-retours, on a besoin de confronter nos avis, de se mettre d'accord. Et puis comme je suis le gardien des clés, je voulais être sûr qu'il allait respecter la ligne éditoriale qui est, comme je viens de l'expliquer, pas de sensationnel, pas de parti pris, mais des faits. Et puis la qualité d'un scénariste, c'est d'arriver à rendre tous ces faits palpitants. Et bon, avec Pascal, ça s'est très très bien passé. Et c'est beaucoup de travail de recherche. Alors c'est vrai, comme pour Dupont-Ligonnès, à Nantes, ici, Saint-Malo, forcément, c'est très connu, parce que au Bas-Sablon, c'est vraiment pas loin. C'est la dernière fois qu'on a vu Godard et ses deux enfants prendre le bateau, le voilier, et après c'est là où démarre l'affaire Godard. Après, ce qui est bien sur Internet, c'est que, alors il y a un livre quand même qui est sorti sur l'affaire Godard, mais il y a beaucoup quand même de documentaires, beaucoup d'archives. J'ai travaillé aussi avec toujours Béatrice Pétrignac, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi je raconte en BD, et Béatrice, elle complète en fait avec un dossier docu-BD. Ce qui fait que on se complète et on ne raconte pas forcément la même chose. C'est-à-dire que je raconte vraiment les grandes lignes de l'affaire Godard. On part à côté de Caen jusqu'à Saint-Malo, puis après on fait intervenir des protagonistes. J'ai choisi le lieutenant Lezo qui s'était occupé, alors le lieutenant Lezo c'était un gendarme, maintenant il a pris sa retraite, c'est lui qui s'était occupé en fait de cette histoire. Il s'était d'ailleurs occupé de l'histoire d'Ickinson à Fougères, c'était cette petite anglaise qui avait été retrouvée violée et tuée, donc ça l'avait marqué, et quand il s'est occupé de l'affaire Godard, c'est pareil, il s'est dit bon sang, il y a quelque chose qui est louche dans cette histoire, et après j'ai retracé, on va dire comme vraiment une enquête, l'investigation. Je veux vraiment faire en sorte que le spectateur, le lecteur, vive vraiment cette enquête, et donc ça va nous projeter sur plein d'années, et c'est passionnant à faire. Et Samuel, tu es arrivé sur la BD. C'est Olivier qui m'a proposé de travailler dessus. Alors moi, je connaissais pas du tout l'histoire, parce que les faits divers, c'était pas quelque chose qui, à la base, m'attirait particulièrement. Mais du coup, je m'y suis intéressé, et en fait, l'histoire est prenante, parce qu'en dehors du fait qu'on parle de personnes réelles, on se sent tous concernés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une famille. J'ai 2 enfants, comme dans l'histoire. En plus, la période où il se passe l'histoire, ils ont à peu près le même âge que les protagonistes et mes enfants aussi. Du coup, on a envie de savoir pourquoi et ce qui a pu se passer aussi. Et il y a quand même quelque chose qui est dans l'être humain où on se dit, en fait, n'importe qui peut basculer un jour. Et il y a quelque chose en nous qui veut savoir ce que c'est. Alors, on n'a jamais la réponse, hein. Ça c'est possible, mais pour moi, c'est le côté qui m'a donné envie de m'intéresser à ça. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'un jour, quelqu'un qui a des enfants, déjà, alors, il est toujours présumé innocent aussi, mais en tout cas, les enfants, on a retrouvé des raisons. On sait que les enfants sont morts. Déjà, rien que le fait de se projeter dans le fait que tes enfants puissent mourir, c'est hyper dur pour moi, quand des gamins qui ont à peu près le même âge. Et du coup, moi, je me suis appuyé là-dessus. C'est-à-dire que je suis bien entendu appuyé sur le scénario de Pascal. Et de ce que j'y ai mis dedans, c'est d'essayer de dire qu'est-ce qui se passe quand les enfants peuvent disparaître comme ça. Et ce qui fait qu'il y a des passages où il n'y a pas du tout de texte, où on voit plus les enfants jouer et tout. Parce que pour moi, dans l'histoire, la seule conclusion qu'on peut avoir actuellement, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont mortes, qui sont innocentes, c'est les enfants. Parce que ça, quoi qu'il arrive, eux, ils sortent bien le nom de la personne, c'est les enfants. Et même si ce drame est particulier, il y a régulièrement des drames où les enfants sont confrontés à la France, dans les pays. Et voilà, moi je trouvais que c'était bien de mettre un petit focal là-dessus, parce que ça rappelle toujours que voilà, les enfants restent des personnes complètement innocentes qui se retrouvent dans des histoires vraiment particulières. Et
après, ce qui était chouette aussi, c'est que comme Pascal il est point, il y avait pas mal de documentation au niveau pour la photo, pour le dessin et tout, et ça permet de aussi avoir une focale vraiment sur le lieu, et c'est chouette aussi cette possibilisation du travail purement graphique. Donc beaucoup sur photo, beaucoup sur... Alors celui-là, je travaille énormément sur photo, ça se voit, hein, c'est un style photoréaliste, je travaille énormément sur photo, et pour les personnages secondaires, des fois c'est même des amis à moi qui ont posé pour les personnages. Puis après, il y a des petits trucs de la vie qui ne sont pas préréalisés, par exemple la fourgonnette du docteur Godard, je me suis rendu compte que mon ami d'enfance avait la même fourgonnette chez lui, donc je suis juste allé chez lui prendre des photos de la fourgonnette, c'était assez improbable, mais il y a des trucs comme ça qui s'enchaînent. Voilà. Et le troisième album vient de sortir, oui. Corbeau. Alors vous habitez Saint-Malo, Nantes, etc. Moi j'habite juste à côté de l'affaire du petit Grégory. T'es dans les Vosges, toi ? Je suis dans les Vosges, je suis à côté d'Épinal. C'est ça en fait. Voilà, c'est ça le problème. et du coup, voilà, baigner comme vous dans cette histoire que tout le monde aussi connaît. Alors, le Corbeau, là ça tombe, c'est les 40 ans de la mort de Grégory. J'imagine bien évidemment que c'était volontaire de sortir la BD aussi à ce moment-là. Bien sûr. Comment est-ce que le public, enfin quel public ça touche en fait quand on sort des albums comme ça aujourd'hui? Est-ce que c'est des gens qui ont vécu l'histoire? Est-ce qu'on arrive aussi à approcher du jeune public? Ou c'est que les gens qui ont connu cette histoire si tu veux, à mon avis, et la volonté, elle fait partie du patrimoine historique, hein, c'est malheureux à dire, mais comme l'affaire Landru, comme d'autres, elle fait partie du patrimoine maintenant. Et elle explique non seulement un fait divers horrible, mais elle explique aussi comment fonctionne la gendarmerie, la police à l'époque, comment ça a évolué, comment ça nous a amené la police scientifique. Enfin, c'est un monument d'histoire en fait. Et encore la volonté, c'était une nouvelle fois de respecter ce gamin et de respecter ses parents aussi qui ont énormément souffert. Et on a absolument voulu on n'a pas voulu passer pour des opportunistes, même si quand tu es éditeur, tu es forcément opportuniste parce que c'est toute une chaîne commerciale. Le libraire met les livres qui sont liés à l'actualité, l'éditeur fait des livres liés à l'actualité, etc. Il n'y a pas de raison que nous on le fasse pas puisque ce sont les règles du métier. Mais il fallait raconter cette histoire, pareil, en prenant la bonne distance, avec beaucoup de recul, et bien s'appuyer sur les choses telles qu'elles ont été validées, vérifiées. Et nous, on a voulu vraiment rendre ça factuel et pas tomber dans le pathos. Donc c'est pareil, on ne voit pas beaucoup Grégory, on ne voit évidemment pas mort. C'était un truc vraiment impossible chez nous. Et on a fait très très attention aussi à ce qu'on disait, parce qu'il y a encore, on n'a toujours pas trouvé officiellement le meurtrier de Grégory, le ou les meurtriers. Il y a toujours des protagonistes qui ont été mis en examen et qui sont sous liberté, en liberté. Et donc j'ai tout fait valider par un avocat, de toute façon, avant que ça parte à l'impression, j'ai tout fait valider par un avocat qui m'a fait des remarques, qui m'a dit là, cette phrase-là, elle sous-entend que peut-être quand même, donc ok, on l'enlève, de manière à surtout ne faire du mal à personne, ne susciter pas de la haine, mais vraiment amener de l'information et raconter, comme on fait avec tous les docu-BD, une histoire incroyable, comment elle s'est passée. Mais c'est ça qui est très bien dans ces 3 albums, c'est que en tant que lecteur, on revit ce qu'on a pu connaître de ces histoires à la télé, dans les journaux, etc. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que il n'y a pas de parti pris, c'est un documentaire, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on se dit ah bah oui tiens j'avais oublié ce petit détail qu'on avait entendu à la radio, machin. Et c'est ça qui est vraiment très bien. Bah oui, parce que quand on le fait, à chaque fois quand on fait il y a plein de choses qu'on a oubliées en fait. On est tellement submergé d'infos en continu et qu'il y a des tas de choses, et il y a des choses qu'on a même zappé, qu'on n'a pas su. Tu vois, on a retrouvé de l'insuline dans le corps de Grégory. D'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi. Enfin, tu vois, moi je me rappelais plus de tout ça, quoi. Et je me rappelais plus non plus j'étais malgré mon grand âge, j'étais jeune, tu vois, et je me rappelais plus que ça avait été vraiment un fiasco total de la justice, les égos des avocats, des juges, de certains policiers, mais les journalistes ont été minables jusqu'au bout, quoi, sur cette affaire-là, quoi. Et puis la douleur des parents, quoi. Non seulement ils perdent leur enfant,
mais en plus ils ont dû affronter une meute de crétins, quoi. Donc ça, fallait vraiment qu'on arrive à le faire ressentir et pour informer, quoi. Et les 3 histoires, c'est 3 histoires qui sont toujours pas résolues. C'est quoi la suivante? Alors, la suivante, vas-y. Non, c'est pas ça, c'est que pour l'affaire Godard, on a retrouvé quand même des ossements du docteur Godard. L'affaire a été classée. D'accord, ok. Classée, et surtout en 2016, ça a été classé dans le sens où c'était un suicide collectif. Voilà, donc pour l'affaire Godard. Alors, on continue à bosser sur l'affaire Godard. Elle est classée, mais elle n'est pas résolue parce qu'on n'a toujours pas expliqué comment on avait retrouvé une carte vitale des mois après, des papiers d'identité. Mais comment ça se fait qu'il y a des papiers qui arrivent comme ça? Donc il y a encore beaucoup de mystères. C'est la seule chose que j'ai pas réussi vraiment pour le coup. Puis les courriers. Et on n'a pas retrouvé le corps de Madame Godard non plus. Donc, comme dit Pascal, elle est classée. C'est-à-dire que la justice a dit bon, ben maintenant, nous on n'en fait plus notre affaire. Hein. Mais on sait que les dossiers peuvent ressurgir. Et on s'adresse toujours quand même à des. On veut mettre en exergue des affaires où il y a encore une part de mystère quand même, parce qu'on raconte une histoire. Donc il faut qu'il y ait un petit côté palpitant et mystérieux, quoi. Dans les prochaines. C'est sa prochaine question. Ah oui, mais non, je l'ai déjà posé. Ah oui, faut écouter un peu. Tu veux savoir les prochaines? Ouais, je veux savoir. Alors la prochaine, encore avec Pascal, on fait l'affaire Chevaline. La tuerie de Chevaline. La tuerie de Chevaline. En 2012. Je fais aussi l'affaire Troadec. Okay. L'affaire Troadec est. Alors, vous allez me dire, comment vous choisissez les affaires, Monsieur Petit? Comment vous choisissez les affaires, Monsieur Petit? Eh bien, justement, je les choisis quand c'est des trucs de dingue, en fait. Tu vois, ma ligne édito, je ne prends pas des grands mots, des trucs de dingue. Et l'affaire Troadec, c'est un truc de dingue. Un mec s'est mis en tête qu'il s'était fait spolier un trésor familial par son beau-frère, soutenu par sa femme. Et ça lui est monté à la tête jusqu'à aller tuer toute une famille, à embarquer les corps, démembrer les corps, les balancer partout. Le mec, il a pété les plombs, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant aussi à voir comment, sur une légende familiale, peut se construire comme ça une espèce de jalousie à rendre les mecs fous, quoi. Jusqu'à la sœur, la mère aussi, quoi. La mère soutenait le meurtrier, enfin des trucs de dingue, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais elle soutient le meurtrier de son fils, quoi. Ça, c'est une histoire de dingue, et c'est pour ça que je l'ai choisi, voilà. Et puis on a aussi l'affaire Roman. Alors l'affaire Roman, pareil, jugé, voilà, terminé. Roman a fait la prison, il est sorti de prison, mais c'est une histoire de dingue aussi. Donc même si c'est pas un cold case, c'est une histoire de dingue. Comment un mec peut mentir comme ça à tout le monde de l'âge de 17 ans jusqu'à un meurtre total, quoi. Préférer tuer tous ses proches plutôt que de leur avouer qu'il a menti. Tout ça, alors là c'est très intéressant parce que en plus on reprend aussi des études psychologiques du personnage. On parle justement de l'usurpation d'identité, du mensonge. On essaye d'explorer aussi pour chaque album des pans différents des méandres du cerveau humain, quoi. L'affaire Roman, Troadec, Chevaline, et il y en a plein d'autres parce qu'on s'éclate vraiment. Alors, ça fait bizarre de dire on s'éclate à faire des affaires criminelles. Non, vous éclatez à faire des livres et à raconter ces histoires. Bah ouais, on s'éclate vraiment, quoi. Alors moi, je me suis surtout éclaté avec Samuel. Parce que Samuel, c'est la première fois qu'on a travaillé pendant un an. On s'est rencontrés à l'occasion de Quai des Bulles. Et j'aime beaucoup le travail de Samuel parce que c'est un dessinateur, scénariste aussi, mais qui s'est beaucoup impliqué dans la BD, dans le dessin. C'est-à-dire qu'à travers ses dessins, il a aussi donné une espèce d'humanité dans les personnages. En fait, que ce soit Samuel, Olivier ou moi, on ne dit pas c'est lui le coupable. En fait, il y a une humanité. Avant d'être un méchant ou un coupable, c'est un humain. Et dans le dessin de Samuel, et ça c'est ce que je lui ai dit, parce que moi je suis fan d'Alain Daudier, c'est un de mes amis, Jérôme Bloch. Quand j'ai vu son dessin et ses couleurs, parce qu'il a aussi une façon de mettre en couleur qui dédramatise aussi l'histoire avec des couleurs pastel, j'avais l'impression de voir Daudier. Alors, Jérôme Bloch avec Ricochet, ça aurait été les deux personnages que j'aurais aimé. Grâce à Samuel, j'ai un peu de Jérôme Bloch voilà, dans ma collecte. Donc je voulais vraiment le remercier parce qu'il a fait un travail formidable. Merci à toi. Non, c'est vrai. Très bien, eh ben, merci. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci.